Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi les politiques budgétaires sont efficaces selon la théorie keynésienne. On rappelle que selon cette théorie, l'offre globale s'ajuste à la demande globale par le principe de demande effective. Ainsi, le chômage découle de l'insuffisance de la demande globale. Pour lutter contre ce fléau qu'est le chômage, il faut, pour les keynésiens, augmenter la demande. Ceci rend inutiles les politiques structurelles visant à restaurer la concurrence sur le marché du travail et à baisser WP. Keynes préconise d'utiliser des politiques conjoncturelles qui visent à augmenter cette demande. Il y a deux types de politiques conjoncturelles, les politiques monétaires que nous verrons plus tard et les politiques budgétaires qui visent soit à augmenter les dépenses de l'État pour augmenter directement la demande globale, soit à baisser les taxes pour augmenter la consommation, puis pour augmenter la demande globale. Pour calculer la demande effective en prenant en compte l'État, on va faire une distinction entre les dépenses privées, la consommation et l'investissement, et les dépenses publiques. On va également dire que nous sommes dans une situation dans laquelle l'impôt est forfaitaire, c'est-à-dire que le montant dans l'impôt est fixe peu importe le revenu, au moins pour l'instant. On a donc la consommation grand C, qui est une fonction qui dépend non plus du revenu, mais du revenu disponible des ménages, YD. YD correspond à quoi? Le revenu disponible correspond au revenu que les ménages peuvent utiliser après avoir payé leurs taxes. On a donc petit c fois y moins t, la propension marginale à consommer, fois le revenu disponible qui correspond au revenu moins les taxes. Si on égalise l'offre globale et la demande globale pour trouver la demande effective, on obtient la chose suivante, y qui est égal à c plus i plus g. On a donc que la richesse du pays est égale à la consommation plus l'investissement plus les dépenses de l'État. Maintenant, remplaçons C, la consommation, par ce qu'on vient de trouver. Ça nous fait Y qui est égal à petit c multiplié par Y moins t plus I plus G. Maintenant, on va distribuer petit c. Ça nous fait C fois Y moins C fois T plus I plus G. On va passer C fois Y de l'autre côté, moins C fois Y, qui est égal à I plus G moins C fois T. On va factoriser par Y. On n'oublie pas qu'ici, il y a un 1. Ça nous donne donc Y, facteur de 1 moins C, égale à I plus G moins C fois T. On divise par 1 moins C, ça nous fait Y étoile, la demande effective, qui est égale à 1 sur 1 moins C, fois I plus G moins C fois T. Voilà la demande effective quand on ajoute l'état. On a Y étoile qui est la demande effective, 1 sur 1 moins C qui est le multiplicateur de T petit k, et on a cette partie I plus G moins C fois T qui correspond à la demande autonome. On a donc que pour petit c donné, Y va varier lorsque I, G ou T va varier. Afin de simplifier les choses, et comme on a déjà étudié l'impact d'une variation de I, on va supposer que D de I est égal à 0. Il n'y a pas de variation d'investissement dans cette partie. Si on représente ce qu'on vient de voir sur un graphique, on obtient un graphique classique avec quelques minimes changements. Toujours Y en abscisse, OG égale DG en ordonnée. On trace la bissectrice pour l'offre globale. Voilà. On a OG qui dépend de Y qui est égal à Y. Et on a ensuite la demande globale qui dépend de Y et qui est égale à petit c fois Y moins T plus I plus G. Alors, on obtient évidemment le point d'équilibre Y étoile, OG égale DG, qu'on vient de calculer, qu'on peut reporter aussi ici. Cette partie correspond à la consommation, c'est donc égal à petit c fois Y moins T. Et la partie en jaune correspond à la demande autonome qui est égale à I comme avant, mais ce coup-ci on rajoute l'état, c'est-à-dire on rajoute ses dépenses
moins ce qui est moins les taxes, moins c fois t, moins petit c fois t. Voilà. Donc comme je l'ai dit en introduction, les politiques budgétaires visent soit à augmenter G, soit à baisser T. Nous allons voir maintenant le principe du multiplicateur de dépenses publiques, c'est-à-dire on va regarder que se passe-t-il lorsque l'on augmente G, toutes choses égales par ailleurs. Donc une augmentation de G, donc des dépenses publiques, peut se traduire dans la réalité par une politique de grands travaux comme celles qui ont pu être faites aux États-Unis pendant la Grande Dépression par le président Roosevelt. Petite précision, dans ce chapitre on va raisonner toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne va modifier qu'une seule variable à chaque fois. Dans cette première partie, donc pour le multiplicateur des dépenses publiques, on raisonne avec G, toutes choses égales par ailleurs, avec une variation de G, et les autres ne bougent pas. On ne va s'intéresser qu'à la variation de G, les autres restent constantes afin de ne pas brouiller notre analyse. Une fois ceci fait, reprenons la demande effective Y étoile. On a vu que c'était égal à 1 moins C multiplié par I plus G moins C fois T. On va dériver Y étoile, la demande effective, par G pour voir ce que ça donne. Ce que ça donne, si on multiplie, ça nous fait I sur 1 moins C, ça ne dépend pas de G, c'est égal à 0. On a moins C fois T sur 1 moins C, ça ne dépend pas de G, c'est égal à 0. Et on a G, on a 1 sur 1 moins C fois G, le G est égal à 1, ça nous fait 1 sur 1 moins C. 1 sur 1 moins C, c'est quoi? Eh bien c'est petit k, c'est le multiplicateur. On retrouve ici le même principe que le multiplicateur d'investissement. On rappelle que la variation de G, c'est l'impulsion initiale, mais l'effet multiplicateur, lui, passe par la consommation, comme on va le voir tout de suite. Donc une variation de G, on va dire que les dépenses de l'État augmentent de 100 euros, imaginons, que l'État commande un pont pour 100 euros. Que se passe-t-il? Eh bien, il va d'abord y avoir un effet de plus 100 euros sur la richesse, puisque l'État va appeler une entreprise pour faire ce pont. L'entreprise va donc être plus riche de 100 euros. Tout va être distribué aux salariés, comme toujours, et on imagine qu'ils ont une propension marginale à consommer de 0,8, qu'ils vont donc consommer à chaque fois 80% de leurs revenus et épargner le reste. S'ils consomment 80% de ces 100 nouveaux revenus, ça fait 80, ils épargnent 20, la richesse augmente de 80 puisque les entreprises ont eu des consommations supplémentaires, c'est reversé aux ménages, ils en consomment 80%, donc 64 euros, ils épargnent 16, la richesse augmente de 64, etc. etc. C'est le même principe que le multiplicateur d'investissement vu dans la vidéo d'avant. On sait maintenant, petite précision, on sait que G est essentiellement financé par les taxes, par T. Ainsi on peut dire que quand G moins T est égal à 0, le budget est équilibré. Que quand G moins T est inférieur à 0, il y a un excédent budgétaire. L'État est en capacité de financement. C'est un État prêteur. A l'inverse, quand G moins T est supérieur à 0, il y a un déficit budgétaire. L'État est en besoin de financement. Il emprunte en émettant des obligations d'État. Petite parenthèse, c'est la situation dans laquelle on est actuellement, bien qu'on ne devrait pas, mais nous sommes dans un déficit budgétaire et avec la crise assez conséquent. On va donc se demander comment est-ce qu'il est financé le supplément de dépenses publiques. Comment est-ce que ce plus 100 de dépenses publiques a-t-il été financé? Parce qu'il ne sort pas de nulle part, il faut bien qu'il vienne de quelque part, qu'il soit financé. Eh bien, tout d'abord, on sait que ça ne peut être fait par un supplément d'imposition. Donc on ne peut pas on ne peut pas augmenter T pour compenser la hausse de G. Parce qu'on raisonne toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que dt est égal à 0. La variation de t est égale à 0. Seul G va varier dans notre équation. Qu'est-ce qui peut donc compenser ce déficit qu'on va d'ailleurs calculer maintenant? Si on regarde la variation du déficit public noté G-T, si on regarde cette variation, eh bien on sait que c'est égal à une variation de G moins une variation de T. Or, T, c'est égal à 0. On vient de le dire, puisqu'on raisonne toutes choses égales par ailleurs. Si dt égale à 0, dg moins 0, c'est égal à dg. On a donc que la variation du déficit public est égale à la variation
des dépenses publiques, des dépenses de l'État. On rappelle que D2Y étoile sur D2G, c'est égal à 1 sur 1 moins C. Si on passe DG de l'autre côté, on obtient que la variation du revenu, de la demande effective, eh bien c'est égal à 1 sur 1 moins C, donc le multiplicateur, multiplié par la variation de dépenses de l'État. Maintenant, l'épargne. À quoi correspond l'épargne? L'épargne correspond à la proportion marginale à épargner, 1 moins C, multiplié par le revenu disponible. Puisqu'on ne raisonne plus par rapport au revenu, mais par rapport au revenu disponible. Le revenu disponible, c'est quoi? C'est Y moins T. On a donc 1 moins C multiplié par Y moins T. Si on raisonne comme cela, la variation de l'épargne, eh bien c'est égal à cette propension marginale à épargner qui, elle, ne change pas. Une variation de l'épargne n'entraîne pas un changement de la volonté des gens de consommer ou d'épargner. Donc 1 moins C ne change pas. Par contre, ce qui va changer, eh bien, c'est qu'on va avoir une variation du revenu disponible. On va multiplier ça par la variation du revenu disponible. On a donc que D de S est égal à 1 moins C multiplié par D de Y étoile moins DT. Voilà. Maintenant, on va remplacer dy étoile. On a donc ds qui est égal à 1 moins c. dy étoile, on l'a calculé avant, c'est là. On va donc le remplacer. Donc multiplié par 1 sur 1 moins c fois dg. Moins dt, on sait que moins dt, c'est égal à 0 puisque dt est égal à 0. On a donc ds qui est égal à 1 moins c multiplié par 1 sur 1 moins c fois la variation des dépenses de l'État. On obtient donc, on peut simplifier 1 moins c et 1 moins c, on obtient 1 fois dg, on obtient donc que la variation de l'épargne obtenue grâce au multiplicateur est égale à la variation de dg. Or, la variation de g, la variation des dépenses de l'État, eh bien c'est égal à la variation du déficit public. On a bien que la variation du déficit public est obtenue par le surplus d'épargne que l'on a eu grâce au multiplicateur, tout comme le surplus d'épargne servait à financer l'investissement avec le multiplicateur d'investissement. Voyons voir maintenant le multiplicateur des impôts. La deuxième façon de faire une politique budgétaire, on l'a dit, c'est de baisser T. Voyons voir maintenant ce qui se passe quand on baisse T. Il y a deux variantes d'impôts, les impôts forfaitaires et les impôts tarifaires. Dans le cadre d'un impôt forfaitaire, une baisse de T, toute chose égale par ailleurs, une baisse de T entraîne une augmentation de YD, du revenu disponible, puisque YD, eh bien, c'est égal à Y moins T. On le rappelle, donc si T baisse, YD va augmenter. Une augmentation de YD, ça entraîne une augmentation de la consommation, puisque la consommation, eh bien, c'est égal à petit c fois YD. Si YD augmente, la consommation augmente. Voilà comment le multiplicateur va fonctionner. Si on reprend notre demande effective Y étoile égale 1 sur 1 moins C multiplié par I plus G moins C fois T. On va dériver ça maintenant non pas par G mais par T. On a donc que dy étoile sur d de T, c'est égal à quoi? I sur 1 moins C, ça ne dépend pas de T, c'est égal à 0. G sur 1 moins C, ça ne dépend pas de T, c'est égal à 0. Et on a 1 sur 1 moins C, et moins C fois T. On a 1 sur 1 moins C. Moins C fois T, T égale à 1, on a donc moins C. Ça nous fait moins C sur 1 moins C. Voilà. Maintenant, comme tout à l'heure, on peut dire que dy c'est égal à moins C sur 1 moins C multiplié par dt. Ça c'est important pour la suite, on le retiendra pour plus tard. Voyons voir maintenant, encore une fois avec un tableau, ce qui se passe. Imaginons une variation de l'impôt de moins 100. On baisse l'impôt de 100. Que va-t-il se passer? Eh bien, il n'y a pas
d'effet direct sur le revenu. Ce n'est pas parce qu'on baisse l'impôt que le revenu va d'un seul coup augmenter. Le revenu disponible, par contre, lui, va augmenter si on baisse l'impôt. Les ménages vont donc pouvoir consommer plus. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il n'y a pas d'effet direct. On ne va pas payer quelque chose aux entreprises, donc il n'y a pas de hausse de revenu direct. Mais le revenu disponible des ménages, lui, va augmenter. Il va augmenter, donc les ménages vont avoir 100 euros en plus, puisque les taxes ont baissé de 100. Ces 100 euros, ils vont en dépenser 80 dans la consommation, en épargner 20. On a donc une hausse secondaire du revenu de 80. Avec ces 80 supplémentaires, ils vont en consommer 80%, donc 64, épargner le reste. Le revenu augmente de 64, etc., etc. On retrouve là le principe du multiplicateur. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est à ce 0 ici. Euh, ce n'est pas comme les autres, c'est la seule différence. Il n'y a pas d'impact direct sur le revenu. Une baisse de l'imposition ne fait pas d'augmentation du revenu directement. Si on fait un petit schéma, on n'a qu'une baisse de T, eh bien ça va entraîner deux choses. Ça va entraîner une augmentation de C et une augmentation de S. Dans un premier temps, cette augmentation de C va par la suite entraîner une augmentation de Y. Une augmentation de Y va entraîner une augmentation de C, c'est un cercle. Et on a aussi qu'une augmentation de Y, eh bien ça va entraîner une augmentation de S. Or, une augmentation de S, on rappelle que c'est une fuite, puisque ça ne retourne pas dans l'économie. Il faut qu'il y ait le moins possible d'épargne afin de maximiser la consommation. Cette méthode, on peut donc dire qu'elle est moins efficace que l'augmentation de G, que l'augmentation des dépenses de l'État, car on perd l'impact direct sur la production. C'est donc mieux que rien, mais il vaut mieux privilégier augmenter les dépenses publiques plutôt que baisser les taxes. Tout comme une augmentation de G, si on baisse T, on baisse les recettes de l'État, donc on génère un déficit public. Voyons voir à quoi il correspond. Cette variation du déficit public, donc D de G moins T, eh bien ça correspond comme tout à l'heure à D de G moins D de T. La différence, c'est que ce coup-ci, D de G est égal à 0, puisqu'on raisonne on raisonne avec T, toute chose égale par ailleurs, une variation de T, toute chose égale par ailleurs. Donc on a donc moins dt, puisque dg est égal à 0. On a que la variation du déficit public, eh bien c'est égal à moins la variation de dt. Dans notre exemple, ça ferait, si on fait moins la variation de t, eh bien ça nous fait moins 100. Ça nous fait une variation de 100. Effectivement, le déficit public, si on baisse ses recettes de 100, le déficit public augmente de 100. Voyons voir maintenant l'épargne. La variation de l'épargne, à quoi elle correspond? Eh bien, elle correspond toujours à 1 moins c, multiplié par la variation du revenu disponible, donc à 1 moins c, multiplié par la variation de y, moins la variation de t. La variation de y, on l'a trouvée tout à l'heure. La variation de y, c'est moins c sur 1 moins c fois dt. Donc 1 moins c, multiplié par moins c sur 1 moins c fois dt, moins dt. Si on factorise par dt, ça nous fait 1 moins c fois, on a donc, qu'est-ce qu'on garde? On garde moins c sur 1 moins c, moins 1, puisque avant le dt ici on a un 1, moins 1, le tout facteur de la variation de t. Maintenant, on va multiplier moins 1 par 1 moins c afin de mettre au même dénominateur, ça nous fait 1 moins c multiplié par moins c, 1 moins c sur 1 moins c, 1 moins c, enfin moins, pardon, pas multiplier, moins 1 moins c sur 1 moins c, facteur de dt. On va soustraire, ça nous fait 1 moins c multiplié par moins c, moins 1, moins c, sur 1 moins c, facteur de dt. 1 moins c, je me suis trompé, ça se supprime, ça s'annule. Moins c, il y a plus, pardon, ici c'est un plus. Moins, ça fait plus. Donc moins c plus c, ça fait 0. Ça nous reste moins 1 fois dt, ça nous fait moins dt. On a encore une fois que la variation de l'épargne,
correspond à moins la variation des taxes. Or, moins la variation des taxes correspond à la variation du déficit public. Encore une fois, le surplus d'épargne généré par la hausse du revenu engendré par la hausse de la consommation permet de compenser le déficit public. Voyons voir maintenant l'impôt proportionnel. Qu'est-ce qu'un impôt proportionnel? Il s'agit d'un impôt, comme son nom l'indique, dont le montant est proportionnel au revenu en fonction d'un taux d'imposition. Plus on gagne, plus on est taxé. On va donc noter grand T, donc les taxes, qui sont égales à petit t, donc un coefficient, multiplié par y. Petit t représente le taux d'imposition et y ce qu'on appelle l'assiette de l'impôt ou encore la base fiscale. C'est globalement sur quoi on va être imposé sur le revenu. On a donc le revenu disponible, YT, qui est égal à Y moins grand T. Moins grand T, c'est quoi? C'est T fois Y, ça nous fait Y moins T fois Y. Si on factorise par Y, ça nous fait 1, puisqu'on a un 1 moins T, le tout facteur de Y. Encore une fois, égalisons l'offre globale et la demande globale. On a Y qui est égal à C plus I plus G. Donc Y qui est égal à petit c, donc la propension marginale à consommer, multiplié par le revenu disponible, soit 1 moins T fois Y plus I plus G. On va passer C fois 1 moins T fois Y de l'autre côté, ça nous fait Y moins C 1 moins T fois Y qui est égal à I plus G. On va factoriser par Y. On a 1 ici. Ça nous fait Y, facteur de 1, moins ce qui n'est pas Y, donc moins C fois 1 moins T. Voilà, on va mettre décroché ici, ce sera plus parlant, égal à I plus G. On divise par le tout, par le crochet, ça nous fait Y qui est égal à 1 sur 1 moins C, 1 moins T, fois 1 moins T, multiplié par I plus G. Ici, une variation de petit t, donc une variation du taux d'imposition, agit directement sur le multiplicateur. Une baisse du taux d'imposition de petit t fait augmenter le multiplicateur. C'est-à-dire que quand on va baisser le taux d'imposition, le multiplicateur va être plus efficace. Passons maintenant à une autre partie. Le problème, on l'a vu, c'est que augmenter G ou baisser T, ça fait augmenter le déficit budgétaire. Or, que faire si jamais on doit avoir obligatoirement l'équilibre budgétaire? Que faire si notre variation de G doit être égale à notre variation de T? Qu'est-ce qui va se passer si on doit être dans cette situation-là? Plaçons-nous dans une situation d'impôt forfaitaire. Donc on oublie le petit t fois y, on revient avec grand T. Eh bien, on rappelle qu'on a y étoile, donc qui est égal à 1 sur 1 moins c, multiplié par i plus g moins c fois t. Voilà, on a ça. On n'a qu'une variation de y étoile, de cette demande effective, eh bien 1 moins c fois d de i, on a dit que c'est égal à 0, on peut donc l'enlever, fois d de g, donc la variation des dépenses publiques, moins c, parce que la propension marginale à consommer ne change pas, fois d de t, fois la variation des taxes. Et bien, maintenant on va tout simplement factoriser par dg et dt qui sont en fait la même valeur. Les deux sont des valeurs égales, sont les mêmes valeurs, on peut donc les factoriser ensemble. On a d de y étoile qui est égal à 1 sur 1 moins c. Si on factorise par dg, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne, ici on a un 1, ça nous donne le tout facteur de dg, ça nous fait 1 moins c, facteur de dg. J'ai mis un peu loin.
1 moins c facteur de dg. Voilà. Maintenant on multiplie ou hop, on peut simplifier les 1 moins c, ça nous fait que la variation de y étoile, eh bien c'est égal à 1 fois dg, c'est égal à dg. Le multiplicateur est donc égal à 1. Ça signifie qu'une hausse de y, plutôt une hausse de g, une hausse des dépenses publiques, entraîne une augmentation de y, donc une augmentation du revenu, qui est entièrement reversée à l'État via l'augmentation de t. Il n'y a pas d'impact sur la consommation ni sur l'épargne. Ainsi, en fait, c'est le revenu, effectivement, le PIB, la richesse du pays va augmenter, mais la consommation et l'épargne n'en sera pas du tout impactée. On ne va pas augmenter la consommation, l'épargne, c'est simplement par le biais de l'État et des taxes qu'on va augmenter un petit peu la richesse, et de manière beaucoup moins efficace que quand l'État accepte un déficit public. Si on reste à l'équilibre, il y a certes une augmentation de la richesse, mais celle-ci est plus faible et n'impacte ni C ni S, ce n'est donc pas très efficace, et on peut donc dire que la relance est plus efficace quand les États acceptent d'avoir un déficit public. Pour Keynes, le déficit public n'est pas un mal, il s'agit de quelque chose même de nécessaire. Dans cette dernière, plutôt même avant-dernière partie de cette vidéo, nous allons pour la première fois du cours nous placer dans une économie ouverte afin d'étudier les multiplicateurs en économie ouverte, voir comment ils se comportent. Pour cela, petite précision, on a toujours la consommation qui est égale à C fois YD, donc petit c fois Y moins T. On a les taxes qui sont égales aux taxes, I qui est égal à I bar, les exportations X qui sont égales à X bar, G, les dépenses de l'État égale à G bar, et les importations notées IM équivalent petit m, donc un coefficient fois le revenu. Donc qui va montrer quelle proportion de notre revenu on va importer. Bien, égalisons maintenant OG et DG encore une fois, c'est étonnant. C'est le principe des keynésiens, égaliser toujours l'offre globale et la demande globale. On a donc notre offre globale, toujours Y, et également l'offre globale d'un pays, c'est ce qu'il produit plus ce qu'il importe, donc plus les importations. La demande globale, c'est ce qu'il consomme, plus ce qu'il investit, plus ce que l'État dépense, plus ce qu'il achète, ce qu'il vend à l'extérieur, plus les exportations. Maintenant, on va remplacer tout ça par ce qu'on a mis juste au-dessus. Y ne change pas. Plus M fois Y. C'est égal à C. C, c'est égal à petit c fois Y moins T. Petit c fois Y moins T. Plus I bar, plus G bar, plus X bar. Voilà. Maintenant, on va multiplier C avec ce qu'il y a derrière. Je connais plus le terme. Bon, pas grave. Vous avez tous compris ce que je voulais dire. C'est égal à petit c fois y moins c fois t, plus I bar, plus G bar, plus X bar. On va passer c fois y de l'autre côté, ça nous fait y plus m fois y moins c fois y. C'est égal à I bar plus G bar plus X bar moins c fois t. On va factoriser par y en n'oubliant pas qu'ici il y a un 1, ça nous fait y facteur de 1 plus m moins c égale à X bar plus G bar plus X bar moins C fois T. On va diviser par la parenthèse, ça nous fait Y étoile, la demande effective qui est égale à 1 sur 1 plus M moins C, multiplié par I bar plus G bar plus X bar moins C fois T. Voilà. Donc, on a donc notre demande effective en économie ouverte. Voyons maintenant le multiplicateur des dépenses publiques. C'est le seul qu'on va faire en économie ouverte. Donc dérivons Y étoile, la demande effective, par G. Eh bien, ce qui dépend de I bar, ça ne dépend pas de G, c'est égal à 0. X bar pareil, moins C fois T pareil. On a donc G bar qui devient 1 une fois que c'est dérivé. Il nous reste 1 sur 1 plus M moins C. Et on a donc ceci. Si on fait un petit schéma pour représenter ce qu'il se passe, quand on augmente G,
qu'est-ce qui se passe quand on augmente G? Augmentation de C, augmentation de S, augmentation... Attention, quand on augmente G, on l'a vu, on augmente directement Y. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand la richesse augmente, après cette impulsion donnée par l'augmentation des dépenses publiques? Eh bien, la consommation va augmenter, puisqu'on a plus de richesse, puisque tout revient au ménage, la consommation va augmenter. Et la consommation augmente, donc la richesse augmente, c'est encore une fois un cercle. Ça, c'est bénéfique. Mais, si Y augmente, eh bien, S va aussi augmenter. On a plus de ressources, donc on va plus également épargner, puisqu'on ne consomme pas tout. Et également, on va plus importer aussi, puisqu'on a vu que les importations dépendaient de Y. Or, C et les S et les importations sont des fuites. Ça ne retourne pas dans l'économie. C'est-à-dire que une augmentation des importations, eh bien, ce n'est pas bénéfique à l'économie. C'est une perte pour notre économie puisque l'argent part dans une autre économie. Ainsi, on n'a qu'une augmentation de petit m fait baisser le multiplicateur, comme on le voit. Si m baisse, eh bien, le multiplicateur va baisser puisque ça va être plus faible. Augmenter petit m signifie importer plus. Or, si l'on importe plus, les revenus qui découlent de l'achat des importations partent à l'étranger, comme je viens de le dire. Ça, c'est une des principales critiques qui a été faite aux théories keynésiennes de relance à partir des années 80, à cause de l'arrivée de la mondialisation. Avant, ces politiques pouvaient être efficaces parce qu'on était presque en économie fermée, on n'avait pas beaucoup d'échanges avec l'extérieur. Or, avec l'arrivée de la mondialisation, on est tellement interconnecté avec les autres, on importe beaucoup plus qu'auparavant, donc une part beaucoup plus grande de nos revenus part dans la fuite, sont des fuites, donc ne viennent pas dans nos économies. Ainsi, si on récapitule ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, grosso modo, augmenter G ou BCT, eh bien ça fait tendre la demande globale vers le haut, ce qui permet d'augmenter Y. Si Y augmente, le nombre d'emplois augmente, et donc le chômage baisse. Et dans l'idéal, on fait ça jusqu'au plein emploi. Graphiquement, ça se traduit comment? Eh bien ça se traduit de la façon suivante. Le graphique toujours Y OG égale DG. On a la bisectrice, encore une, toujours, ça change pas. Donc avec l'offre globale, on a, prenons une première situation comme ça, donc on a une première demande autonome équivalent à I plus G moins C fois T. Si on augmente un de ces facteurs, donc pour la vidéo précédente I, ou pour cette vidéo augmenter G ou BCT, eh bien notre propension marginale à consommer, notre préférence à la consommation ne va pas changer. On garde donc le même coefficient directeur, juste la demande autonome va être plus élevée. On va donc faire grimper, entre guillemets, la courbe de demande globale vers le haut. De cette façon, on garde le même coefficient directeur, plus ou moins, voilà. On a ça, on a toujours le même angle de petit c, il ne change pas, on a juste fait basculer vers le haut. Et on rappelle évidemment que augmenter G ou BCT ou augmenter I, ce ne sont que des impulsions initiales. L'effet multiplicateur passe toujours par la consommation qui dépend du revenu disponible. Ce ne sont que des impulsions. Maintenant, dernière petite partie, on va voir ce qu'on appelle l'effet d'entraînement. Qu'est-ce que l'effet d'entraînement? Eh bien, il s'agit d'un effet selon lequel augmenter les dépenses publiques peut permettre d'augmenter l'investissement. Pourquoi? Eh bien, imaginons une hausse des dépenses publiques, donc une hausse de G. L'État décide de faire rénover toutes ses routes, décide d'implanter la 5G partout, désolé ceux qui sont contre la 5G, mais bon, dommage, décide vraiment de faire un truc cool pour son pays, ils augmentent vraiment les infrastructures de qualité. Une augmentation des infrastructures permet d'augmenter les éléments objectifs dont dépend le taux de rendement des investissements, le taux de rendement anticipé. C'est-à-dire que ce petit e va être plus élevé. Or, si e augmente, eh bien, plus de projets vont être rentables. Il y aura plus de projets qui seront supérieurs à R. Or, quand plus de projets sont supérieurs à R, eh bien, il y a plus d'investissement. L'investissement augmente, puisque plus de projets sont rentables.
Et si l'investissement augmente, on a bien qu'une augmentation de G permet de faire augmenter l'investissement et donc d'augmenter la demande autonome. On a donc qu'on peut avoir une double augmentation. Imaginons que dans notre situation là, nous augmentions G. Dans un premier temps, cette augmentation de G permet d'augmenter la demande globale et que dans un deuxième temps, cela permet d'augmenter l'investissement. Et bien hop, notre investissement augmente. Et voilà, grâce à l'effet d'entraînement, la demande autonome a encore grimpé, plus de demande globale. Or, plus de demande globale, eh bien, on l'avait vu dans la vidéo précédente, je crois, ou il y a quelques vidéos de cela, que plus la demande autonome augmente, plus la consommation augmente, enfin plus la demande globale pardon augmente, et bien plus le chômage va se résorber. Il est donc important pour les keynésiens d'augmenter les dépenses publiques afin d'augmenter la demande globale et donc de faire baisser le chômage. Et on verra prochainement que pour les classiques, pas du tout et que c'est même une grossière erreur.